Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci d'être là, toujours fidèles à notre programme de Bonjour d'Algérie le matin. C'est avec vous qu'on débute l'émission et c'est avec vous aussi qu'on débute la journée. Nous serons ensemble jusqu'à 9h30 avec des invités, avec la rubrique aussi habituelle du jeudi matin, Aïda Meshri. Comme on a toujours plaisir à la recevoir et surtout parler de thèmes autour de la psychologie. La semaine dernière, nous avions évoqué donc des thèmes autour donc de l'enfance et surtout de la timidité chez l'adolescent et l'enfant. Eh bien, nous allons continuer sur ce sillage et parler surtout de la prise en charge des adolescents et la crise d'adolescence qui perdure et surtout qui verse vers la délinquance. Nous allons évoquer cela avec Haïda tout à l'heure dans notre émission. Nous allons également recevoir un professeur en psychiatrie qui viendra nous parler bien sûr de la prise en charge des personnes, personnes qui ont donc des problèmes de santé mentale avec surtout la prise en charge des autistes. C'est très important. Lui est sous-directeur de la promotion de la santé mentale au ministère de la Santé. Il viendra nous parler bien sûr de cette journée de l'autisme. Et puis nous allons également recevoir un artiste calligraphe, un artiste peintre. Cette fois-ci, il organise des ateliers au niveau de Riyad El Fath. Nous allons avoir le plaisir de recevoir Monsieur Omar Khitar, qui a toujours été notre invité dans Bonjour d'Algérie, dans sa rubrique avec la rubrique de Nassiba Jaïdir. Aujourd'hui, il fera un gros plan sur ses ateliers de calligraphie pour les enfants. Ça a été donc les vacances, des moments très riches et enrichissants pour les parents et pour les enfants aussi. Eh bien, nous allons également fêter et célébrer la journée chinoise à Alger. Ça sera le 30 mars. Nous aurons le plaisir de recevoir l'organisateur et aussi des invités pour nous parler de cette journée. Lire en fait, c'est aussi cette semaine. Ça a été donc 15 jours autour de la lecture et de la célébration du festival Lire en fait. Tizi Ouzou n'est pas en reste puisqu'ils ont organisé plusieurs manifestations autour du livre et de la lecture. Nous allons recevoir une représentante de la bibliothèque principale de la lecture publique de Tizi Ouzou. Et puis, vous avez pu le suivre à travers l'actualité, bien entendu, le festival du film méditerranéen à Annaba. Ça s'est passé donc la semaine, tout au long de la semaine. Nous avons eu le plaisir de retrouver Amir Nebesh à travers plusieurs envois directs dans Bonjour d'Algérie et bien entendu des reportages pour nous donner la température aussi des films en compétition. Et bien ça y est, le Hanab d'or a été remporté par Yasmine Chouir, notre journaliste et surtout collègue de Bonjour d'Algérie et de Canal Algérie. Et bien elle sera pas là, mais en tout cas les comédiens seront là pour représenter un petit peu ce film et nous donner l'ambiance qui régnait lors de la clôture. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. Sans plus tarder, c'est la météo tout de suite avec Mina Abed. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous. Voilà, elle est là, elle est en forme, elle va nous donner les nouvelles du ciel et va nous dresser un tableau assez noir de ce week-end, je suppose. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Alors tout le monde dit qu'il paraît que le mauvais temps va reprendre ce week-end. Un petit peu. Un petit peu. Non, pas autant que la semaine dernière, non. Ah, non. Pas autant. Non, pas autant. C'est rassurant. Pas On autant. vous écoute. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et très bon réveil. Eh bien, aujourd'hui, le ciel restera plutôt voilé sur l'ensemble des régions nord tout au long de cette journée. De plus en plus nuageux à partir de la soirée avec le retour des orages. En début de soirée sur les régions intérieures et puis ces orages vont évoluer progressivement à partir de cette nuit, notamment vers les côtes du centre. Sur la partie sud, le ciel restera voilé également, notamment sur le Nord Sahara, le Sahara central, l'extrême sud, le Hogar et le Tassili. On entra un ciel plutôt dégagé sur les oasis et le Sahara oriental. Les températures de cet après-midi eh bien, seront très agréables avec sur la moitié nord 22 degrés à Alger ainsi qu'à Oran, 23 degrés à Annaba, 25 degrés du côté de Constantine également. On notera 19 à Batna, 27 degrés à Al-Rouad, 28 à Ghardaïa ainsi qu'à Béchar, 30 degrés à Hassim Saoud, 31 degrés à Elizi, 33 à Ain Salah, 28 à Tanarasset et Janet et enfin 35 degrés, ce sera la maximale à Port Petit Mokhtar et Ain Gazzam. On passe tout de suite à l'Europe. Pour aujourd'hui, le ciel restera plutôt couvert avec des averses à Paris, Bordeaux, Marseille, Berne, Berlin, encore Budapest, entre un ciel voilé à Bucarest ainsi qu'à Madrid, dégagé
à Athènes. Côté Mercure, on notera 20 degrés à Rome, 5 degrés seulement à Prague, 9 degrés à Budapest, 14 à Bucarest, 18 degrés à Athènes, 20 degrés à Rome, 9 à Berne, 10 degrés à Berlin, 16 à Marseille, 11 degrés à Paris et Bordeaux et enfin 15 degrés à Madrid. Place tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les 3 w.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Voilà, merci beaucoup Mina. Merci à vous. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est vrai que les températures remontent. Hein. Ça Finalement, remonte, oui. elles étaient basses, il faisait froid. basses. Et là, ça remonte. Donc, on va avoir chaud aujourd'hui. On va avoir un petit peu chaud. Surtout en voiture. Il faut en profiter pour sortir. Voilà, c'est ça. C'est les derniers jours de vacances, donc il faut en profiter. Faut en profiter. Bonne journée à vous. Merci. Eh bien, on va offrir aux téléspectateurs qui viennent de se réveiller, qui viennent d'allumer leur téléviseur, en tout cas une belle chanson du Chabi pour débuter la journée avec Abdelkader Chahou. On se retrouve juste après. عساك انا اللي نكويت يا سيدي بحسن الحب طير اللي ولفته غاب وخفات لي صورته طير اللي ولفته غاب وخفات لي صورته فرفر بجناح وطار في الهوا ما ولاش ليا خلاني من الشوق ننكواسل ودموع عيني ما بقى لي في زماني نسمع صوته ونغايمه نحزن بيه جناني وغصان شجار ونحطمه ما بقى لي في زماني نسمع صوته ونغايمه نحزن بيه جناني شجار ونحطمه يا من يعمل جميل فيا يبريني عامته يا من يعمل جميل فيا يبريني عامته الطير اللي ولفته غاب وخفات لي صورته الطير اللي ولفته غاب وخفات لي صورته فرفر بجناح وطار في الهوا ما ولاش ليا خلاني من الشوق ننكواسل ودموع عيني مشالي وجفاني ما بقى ليه هات نكلمو نكرني وخلاني وقلبي للهم سلمو مشالي وشفاني ما بقى ليه هات نكلمو نكرني وخلاني قلبي للهم سلمو يا حسرة ما جرى بيا يا من صغار اللي نحدتو يا حسرة ما جرى بيا يا بني صغار اللي نحدتو طير اللي ولفتو غاب وخفات لي صورتو طير اللي ولفتو غاب وخفات لي صورتو فرفر بجناح وطار في الهوا ما ولاش ليا خلاني من الشوق ننكواسل ودموع عيني سلو دموع ياباني وبصاري يا اخي نعظمو ما ظنيت انساني خلاني وهجر مرسمو
سالوا دموع عياني وبصالي يا خي نعظمو ما ظنيت ينساني خلاني وجه مرسمو تركني ولا رفع عليا واش يبري لي كيدو تركني ولا رفع عليا اش يبري لي كيدو دير لي ونفدو وفات لي صورته دير لي ونفدو. C'est toujours agréable d'apprécier le chant de Abdelkader Chahou, qui on salue, j'espère qu'il sera bientôt sur notre plateau. Pourquoi pas, pour en tout cas nous annoncer des rendez-vous et surtout un nouvel album, pourquoi pas. Tout de suite, nous allons parler santé avec notre invité. Je l'ai annoncé en tout début d'émission. Nous allons parler de la santé mentale, surtout chez l'enfant. C'est professeur Mohamed Chakali. Bonjour. Bonjour madame, merci beaucoup. Bienvenue parmi nous. Vous êtes sous-directeur de la promotion de la santé mentale au ministère de la Santé. Vous avez toujours travaillé pour ce programme-là, un programme de prise en charge, surtout de ces enfants, ces adolescents aussi, qui ont des problèmes de santé mentale. Absolument, c'est un gros souci. Et bon, santé mentale, c'est un élément d'un ensemble, parce que la santé mentale, ça englobe, c'était très vaste. Et depuis maintenant 2 années, particulièrement, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui ont été faites avant 2 années. Mais en 2016, il y a eu un événement marquant qui est la tenue d'un symposium à Alger qui a réuni des collègues étrangers et 5 ministères, plus le nôtre. Donc on a compris que ces problèmes d'autisme doivent être réglés dans l'intersectorialité et qu'un ministère tout seul ne peut pas faire grand-chose. Parce que ces enfants-là, une fois que le diagnostic est fait, ont besoin surtout d'un accompagnement psychosocial, éducatif et peut-être même professionnel plus tard. Donc c'est ce qui se fait ailleurs dans le monde. Et nous voulons un peu nous embarquer dans ce domaine à travers un comité national intersectoriel autisme qui a été mis en place au ministère de la Santé le 18 juillet 2016. Voilà. Donc depuis 2016, ce comité active à côté des associations, parce que là aussi il faut saluer toute l'œuvre des associations. Les parents, donc les parents d'autistes sont bien sûr vraiment, d'abord ils sont très touchés, et ils sont déstabilisés, ils sont en détresse, ils ne savent pas quoi faire. Donc ils ont besoin de se fédérer, de s'organiser en association, et peut-être même en plus que ça, en association nationale, pour pouvoir contribuer avec les institutions et peut-être même orienter les institutions, parce que effectivement c'est à eux que Alors, vient. Pourquoi vous êtes là justement? C'est pour parler d'autisme. On a évoqué bien sûr la santé mentale. Vous êtes un spécialiste psychiatre, donc spécialisé en santé mentale. Vous avez tout un service à votre disposition pour justement gérer tous ces problèmes liés à la santé mentale. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'autisme plus précisément, parce que le 2 avril, ça sera la journée mondiale de l'autisme. La sensibilisation à l'autisme. Voilà. Et on n'en parle pas souvent, enfin, on en parle souvent dans Bonjour d'Algérie, mais à travers le territoire, il faut beaucoup plus s'y intéresser, parce que ça touche de plus en plus de monde, malheureusement. On ne sait pas, encore une fois, quelle est l'incidence de cette pathologie sur les individus, et les recherches sont toujours en cours, des scientifiques travaillent sur cela, mais en attendant, la prise en charge est indispensable. Absolument. Donc, il y a un problème de diagnostic. Oui. Là aussi, il faut faire attention, parce que le diagnostic doit être fait par un pédopsychiatre. Oui, oui. Il faut que ce soit un personnel qualifié. Plus c'est fait tôt, plus on avance dans la thérapie. Plus le diagnostic est fait tôt, plus on a des chances d'améliorer la situation de l'enfant et de sa famille. Donc là, il faut aussi qu'on ait suffisamment de professionnels qualifiés pour pouvoir poser ces diagnostics, parce que malheureusement, on voit des actions qui sont un peu farfelues en matière de diagnostic et même de prise en charge. Il y a aussi, avant le diagnostic, le dépistage. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on forme nos personnels au contact de la petite enfance, surtout les personnels des PMI, la protection maternelle infantile, les sages-femmes, les médecins généralistes. Donc il y a un programme du ministère de la Santé qui a été lancé depuis l'année dernière, et on a 12 sessions de formation qui ont eu lieu durant le 2e semestre 2017, sur lequel on essaie de former les personnels de la petite enfance au dépistage d'abord. Ensuite, une fois que le dépistage est fait, il faut confirmer le diagnostic. Et la confirmation du diagnostic doit se faire par un pédopsychiatre, donc par un personnel qualifié. Ensuite, il y a la prise en charge. Bon, la prise en charge, comme je vous ai dit, il y a
un ensemble de mesures éducatives, d'enseignement, de socialisation, et peut-être même, et on le projette, malheureusement ça ne se fait pas encore dans notre pays, un accompagnement à la formation professionnelle. Oui. Et on parle maintenant de troubles du spectre de l'autisme. Il n'y a pas deux autistes qui se ressemblent. Qui se ressemblent, exactement. Donc il y a plusieurs variétés d'autisme et il y a des enfants autistes qui sont capables d'aller très loin. Oui, bien sûr. On l'a vu à travers, bien sûr, différents exemples à travers le monde. Et même ici, en Algérie, on a des autistes qui ont très bien réussi, qui sont plus intelligents encore. Absolument. Et qu'il faut peut-être surtout encadrer. C'est très important parce qu'ils restent fragiles quand même. Oui, ce sont des besoins spécifiques. Donc, ils ont besoin d'un cadre particulier, mais ils ont leur place de citoyen. Bien sûr. C'est ça le plus important. Socialement, ils doivent s'adapter et pouvoir aussi être en contact avec la population. D'abord, le travail doit se faire au sein de la famille. C'est très important. Absolument. La famille et la société doivent leur donner leur place. Et c'est tout le défi que nous avons. Et je sais que... il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Beaucoup de choses à faire, le regard des autres, au niveau de l'école aussi. C'est très important de pouvoir peut-être intégrer ces enfants dans certaines classes, des classes peut-être adaptées. Absolument, l'enseignement est un élément très important et c'est difficile. Déjà, l'école souffre de la scolarité ordinaire. Donc, quand il y a à scolariser des enfants qui ont besoin peut-être de plus d'attention, qui ont besoin d'être moins nombreux dans la classe, qui ont besoin de personnel plus qualifié, donc vous voyez que les défis sont extrêmement lourds et on comprend bien qu'on a des difficultés à organiser l'enseignement de ces enfants. Mais il faut le faire, il faut absolument le faire et nous nous attachons à le faire. Tout à fait. Et le ministère de l'Éducation a fait un effort extraordinaire pour ça, pour justement permettre à ces enfants en situation quelquefois d'handicap de pouvoir être à l'école tout comme les autres enfants. Et les chefs d'établissement doivent aussi s'adapter à cela. Et c'est pour ça qu'une émission comme la vôtre, qui est une émission à mon avis de sensibilisation, qui doit donner de l'information, qui doit expliquer que ce sont des situations qui ne sont pas... c'est pas la fin du monde, il y a des choses qu'on peut faire, il faut les faire. Et ces enfants sont les nôtres, ils ont aussi leurs qualités, ils sont attachants, ils sont, comme vous dites, quelquefois plus intelligents que les autres, ils ont leurs particularités, donc ils ont besoin de nous, et c'est à nous, famille, société, institutions, à leur donner un cadre qui leur permettent de prendre place dans la société et de vivre leur vie comme tout le monde. Et avancer dans la vie, surtout. Et avancer dans la vie et se faire des projets de vie, et bien nous l'interdit. Tout à fait. Vous parliez tout à l'heure de formation, c'est très important aussi de parler de formation en matière d'aide, surtout au quotidien, parce que ces enfants ont besoin d'un accompagnement au quotidien qui pourrait les emmener par exemple à l'école, d'être à leur côté en plus de la prise en charge des parents. Pouvoir les faire suivre à l'école, parce que c'est un enfant qui a besoin de plus d'attention. Absolument. Il y a dans notre pays, il y a déjà, je peux citer 6 services de pointe qui prennent en charge de façon correcte ces enfants-là. Correcte, avec une charge de nombre d'enfants qui est très très importante. Mais nous en avons un à l'ouest, un à l'est, 2 à l'est et 3 au centre. Donc il y a 6 centres performants. Mais ça n'est pas suffisant malheureusement. Donc ces personnels ont des aptitudes pour former, ils peuvent donc essaimer, donc ils peuvent donner des formations au plus grand nombre. Et ils peuvent aider les associations aussi à mieux s'occuper. Il y a des cadres réglementaires qu'il faut mettre en place aussi, parce que malheureusement nous voyons aussi aujourd'hui des crèches pour autistes soi-disant, des écoles pour autistes soi-disant, des cliniques pour autistes soi-disant, mais tout ça doit être cadré de façon réglementaire pour qu'on puisse accréditer ces établissements et un champ très très vaste à développer, qui est une offre d'emploi très importante et des aptitudes que nous avons. Donc nous avons des aptitudes professionnelles qu'il faut multiplier, qu'il faut élever. Et bien sûr, dans le partage à l'international, nous avons aussi, dans notre projet de Comité national intersectoriel autisme, un projet de partenariat et d'échange avec des collègues étrangers, parce qu'il y a des pays plus avancés que nous, qui se sont mieux organisés que nous, qui ont bien sûr plus de possibilités, plus de capacités, surtout en ressources humaines.
Donc nous allons tirer le maximum de profit de nos collègues étrangers qui sont avancés dans le domaine. Qui ont travaillé sur différentes méthodes d'enseignement et de prise en charge sur l'autisme. Là aussi se posent des questions de consensus parce que il y a aussi des petites batailles de chapelle, mais il faut qu'il y ait, tous ces professionnels doivent s'entendre sur une méthode qui est la plus efficace, la plus facile à partager et la plus économique. Parce que là aussi, tout ça a un coût. Voilà, le ministère de la Solidarité aussi a fait un effort considérable en travaillant sur la création aussi de différents centres qui permettent en tout cas aux parents de souffler. Parce que les parents se trouvent désemparés, ils ne savent pas où emmener leurs enfants, les prendre en charge rapidement, ils sont pas qualifiés pour, ils se retrouvent carrément désemparés quand ils ont une situation pareille. Oui, je peux témoigner que le ministère de la Solidarité, depuis une dizaine d'années, a déployé un effort considérable qui a 140 centres qui accueillent ces enfants dans notre pays. C'est énorme, c'est un effort gigantesque. Voilà, en tout cas... Et il reste insuffisant parce qu'il y a encore des listes d'attente. Bien sûr, il y a toujours des listes d'attente. Voilà. Très souvent, on a des parents d'enfants autistes qui se plaignent et qui viennent nous demander une aide quelque part, de pouvoir en tout cas faire entendre leur voix. On rend hommage aussi aux associations qui font un travail extraordinaire pour sensibiliser, surtout pour aider les parents en difficulté, pour aider les parents désemparés qui sont toujours en détresse quand ils ont un enfant comme ça, autiste. Ils ne savent pas par où commencer. En tout cas, bravo à tous les efforts que font les associations, en plus, bien sûr, des efforts du ministère de la Santé, du ministère de la Solidarité. Il faut être ensemble. Voilà, il faut être ensemble. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Bon courage à vous pour ce que vous faites au quotidien avec, bien sûr, cette sous-direction de la promotion de la santé mentale au niveau du ministère de la Santé. Donc, on reviendra et on en parlera le 2 avril prochain. Encore une fois, la journée mondiale de l'autisme. Merci beaucoup, Monsieur Chakali. Merci beaucoup, madame. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. On reste dans le domaine de la santé. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Serida Mayouf qui s'est intéressé justement à la santé à domicile. Ça s'appelle Santé d'homme. Et on se retrouve juste après. Sur les hauteurs d'Alger, dans les locaux consacrés au concept santé d'homme, autrement dit soins à domicile, Amjad Lotfi ou encore Rafika constituent une équipe de jeunes dont le dynamisme est le maître mot. Leur credo, être constamment mobilisés pour une noble cause, intervenir en un temps record pour soulager des patients en détresse à l'autre bout du fil. Santé, bonjour. D'accord, donc on a dit fièvre, grippe, douleur à la déglutition. Oui. D'accord. Sinon, est-ce qu'il prend des médicaments? On essaie de récolter le maximum d'informations pour aider le médecin à bien faire sa consultation surtout. Voilà, donc pour la deuxième consultation aussi, c'est à Hydra. Donc le médecin n'est pas loin, donc il y sera d'ici 3 quarts d'heure au maximum. Pour la deuxième consultation, c'était pour une fièvre, une grippe et des douleurs abdominales aussi, des maux de tête aussi. Donc pour la personne, elle n'a pas de maladie concomitante, donc pas d'antécédents, elle ne prend aucun traitement. À notre niveau, on fait l'interception des appels. On reçoit les appels de nos patients qui sont généralement dans un état assez critique, qui sont généralement en panique, donc on se doit de les rassurer. On note les informations. Et l'information comprenant l'état et l'adresse du malade est aussitôt transmise à l'équipe médicale qui, sur le champ, s'équipe de son indispensable matériel et se dirige vers les lieux indiqués. Au domicile du patient, médecins et infirmiers prodiguent les premiers soins, procèdent aux vérifications nécessaires et le diagnostic est aussitôt établi. C'est une gastroentérite. Le monsieur a dû choper un germe en mangeant à l'extérieur peut-être. Donc là, du coup, il présente une petite fièvre, des vomissements, une diarrhée. Du coup, on le met sous traitement. On lui a placé un sérum pour l'aider parce qu'il n'a pas mangé pendant 2 jours, c'est-à-dire 24 heures. On a un peu de tout. Et comme on peut passer pour une angine et une simple grippe, comme on peut trouver des cas qui vraiment sont, c'est-à-dire grabataires, et chez qui on intervient sur le champ. Et là où il y a nécessité de faire intervenir nos spécialistes, on fait appel à nos spécialistes.
Un protocole de soins adapté administré aux patients tout âge confondu, qui plus est dans le confort de leur propre maison par un personnel soignant de haut niveau, n'est autre qu'un service de qualité, premier du genre en Algérie. On a 3 services, les consultations médicales, que ce soit des consultations généralistes ou spécialisées, soins infirmiers et on a les hospitalisations à domicile qui combinent les consultations médicales et des soins infirmiers. Nous avons depuis peu aussi ouvert le service kinésithérapie. Donc pour tout ce qui est kiné respiratoire, fonctionnel, etc. Voilà, donc Santé d'Homme, c'est un service qui a commencé il y a quelques mois et c'est toute une organisation. Donc ce qui sous-entend la mise en place d'effectifs humains spécialisés dans les soins à domicile avec une expertise bien sûr médicale importante et aussi avec justement un aspect humain qui permet de prodiguer ces soins dans l'intimité du domicile familial. Nous avons aussi mis à disposition de nos personnels du matériel adéquat, du matériel à la fois pour les soins infirmiers mais aussi pour le diagnostic médical, donc du matériel transportable qui peut justement servir aux besoins de notre activité. À peine un semestre d'existence et de services rendus, cet établissement, avec son effectif de 40 employés, dont la moitié est dédiée au médical et au paramédical, et ses équipements de dernière génération, ne ménage aucun effort pour que la prise en charge du patient soit optimale et adaptée aux soins à domicile 24 heures sur 24 à longueur d'année, tout en nourrissant la forte ambition de pouvoir couvrir tout le territoire national dans un futur proche. Voilà, bonne chance à toutes ces équipes, en tout cas qui travaillent pour la santé de la population. Eh bien, nous allons recevoir, comme il se doit, Aïda Mchrik, comme chaque jeudi matin, dans la rubrique psychologie. Elle est là pour nous donner quelques conseils. Bonjour Aïda. Bonjour. Comment ça va? Alhamdoulilah. En forme? Super bien. C'est les vacances pour les enfants. Tout à fait. Ça bouge énormément, plein de dynamique. Alhamdoulilah. Voilà, et c'est l'occasion de aussi évoquer différents thèmes. Absolument. Autour, bien sûr, de l'adolescence, de l'enfance. Absolument. La semaine dernière, nous avions évoqué un thème autour donc de la sensibilité des enfants, surtout timides, et comment prendre en charge ces enfants timides. Quelles sont les failles quand il y a une timidité? Soit c'est bon, soit ça se rattrape, soit ça malheureusement ça verse vers la délinquance. Je ne sais pas si c'est la phrase qu'il nous faut pour faire le lien réellement, mais on va dire on est dans quelque chose qui ressemble, qui explique bien la nature de lien avec l'enfant, comment on peut vraiment tisser le lien, comment vraiment l'aider à mieux apprendre, à mieux gérer, mieux s'épanouir. C'est tout un apprentissage de la vie, mais aussi avec les ingrédients du quotidien qu'il y a. Chaque enfant a son vécu, son contexte, sa famille, et puis ça change, ça varie, tout dépend le cadre social, tout dépend la famille, les parents, tout ça. Alors, est-ce que ça vire, ça ne vire pas? Mais voilà, le particulier dans la science humaine, c'est qu'il n'y a pas un modèle prototype comme les mathématiques. Ce n'est jamais des sciences exactes. Voilà. Ce n'est jamais, on n'a jamais la bonne formule et la meilleure formule. Mais on peut détecter à travers des symptômes, un vécu, un malaise, une souffrance. On peut détecter aussi la souffrance de l'individu, la souffrance des parents, la souffrance quand il y a un mal chez l'enfant. On peut vraiment vivre, voir de près. Et probablement, si on a commencé par la timidité comme ça, c'était juste pour clarifier qu'il y a quelque chose de l'individu, de lui-même avec lui-même. Donc il y a quelque chose comme ça qui vient perturber l'individu dans sa relation, mais voilà, ce sont ses compétences, c'est tout un apprentissage, et comment vraiment l'aider à mieux améliorer ça. C'est-à-dire, quelquefois, il y a des enfants ou même des adolescents ou des adultes qui se parlent à eux-mêmes. Est-ce que ça frise pas la folie, ça frise pas la dépression et finalement, ça les rassure de se parler, de dire oui, j'y vais, c'est une confiance, etc. Mais moi, je me pose la question, je dis pourquoi elle pose cette question? Parce que en fait, c'est quelque part un soulagement pour
certaines qui n'arrivent pas à s'exprimer avec d'autres, peut-être. J'ai envie de dire juste entre parenthèses, non, rassurez-vous, c'est pas moi qui le fais. Hein. Je sais qu'il y a des personnes qui se parlent beaucoup. Si c'est pour vous rassurer, je dirais que nous tous, on se parle dans un miroir, on se parle. La parole que je vous apporte aujourd'hui, c'est une parole réfléchie, bien étudiée, écrite sur feuille blanche, bien travaillée, tout ça. Mais il y a quelque chose aussi qui bouillonne de l'intérieur de nous-mêmes. Là, on sélectionne, là, on donne ce que l'autre, cette relation avec l'autre peut nous rendre service, peut nous aider, expliquer des choses. Mais cette parole, et souvent, même si on ne parle pas, on n'utilise pas le verbal, le corps, comportement, nos gestes, nos mimiques, notre attitude, notre silence parle énormément. Et cette parole, elle vient de l'intérieur. Et souvent, on écoute, on parle souvent, écouter avec le cœur, c'est vraiment comprendre la nature de l'autre, mais pas à travers ce qu'il nous dit, mais à travers ses actes, à travers son comportement. Body language. Il me semble, si un adolescent se parle, ce n'est qu'une petite naïveté comme ça, là où la barrière elle est ouverte, il peut permettre à cette parole de sortir et de s'expliquer. Mais voilà, tout le monde le fait, c'est quelque chose qui nous habite tous. Oui. Et puis, dans les différentes étapes de développement de la personnalité et de la personne aussi, on apprend à cerner, améliorer cette parole et puis gérer énormément. Je dirais le meilleur cadre là où les gens se défoulent et puissent vraiment vivre un intérieur autre dans les rêves, tout ça, c'est la scène de théâtre, là où vraiment beaucoup dans les jeux de rôle, dans l'échange, tout ça, ils peuvent vraiment présenter beaucoup de choses d'eux-mêmes, mais voilà, projeter sur d'autres personnages, comme ça, habités dans des textes, là où ils peuvent vraiment donner autre chose. Mais voilà, ça reste dans le normal et moi, dans l'échange. Je me suis toujours demandé, quand vous donnez comme ça des thématiques, par exemple celle-ci, l'adolescence en rupture de lien, surtout ces jeunes en rupture de lien avec leur famille, c'est quand même, ça fait peur quand même de voir cette rupture de lien. Je ne sais pas, mais j'ai envie de dire qu'on n'a jamais abordé cette question de ce côté-là, hein, quelque chose qui nous inquiète, quelque chose qu'on peut voir tous les jours. Les jeunes en rupture de lien, en difficulté, on peut dire même entre parenthèses, allez, je peux balancer les délinquants comme ça, avec des passages à l'acte vraiment difficiles, tout ça. Cette souffrance, on peut la voir chez ces enfants qui sont dans l'addiction, qui sont dans la consommation comme ça de drogue, qui sont dans les petits actes comme ça, là où il y a vraiment passage à l'acte, là où ils sont vraiment étiquetés, là où ils sont vraiment victimes de leur frustration, victimes de leur vécu. Une incompréhension aussi, quelquefois. Mais aussi, voilà, on peut dire que la fréquentation. Il y a beaucoup de jeunes à la recherche de ce lien, à la recherche de cette dynamique de groupe, à la recherche de cette identification, peuvent se retrouver avec d'autres personnes qui peuvent les mener, les impliquer, les détourner, on peut dire beaucoup de choses. Mais moi, je me suis demandé pourquoi on s'est pas arrêté juste pour dire qu'il y a des enfants aussi qui souffrent, pas que ça, mais il y a des enfants, il y a des parents aussi qui souffrent énormément. Et cette souffrance, nous, on l'avait déjà abordée d'une manière indirecte. C'est là où l'enfant ne communique pas bien, c'est là où il y a des conflits à l'école, c'est là où les professionnels n'arrivent pas à tisser des liens bien avec les adolescents, comment vraiment réparer, comment vraiment permettre aux adolescents de vraiment trouver cet espace d'échange, comment permettre... Quand il y a un conflit aussi au sein de la famille, quand il y a une absence d'un membre de la famille, c'est-à-dire le papa ou la maman qui n'est pas présente, donc ça perturbe aussi la construction de l'adolescent quelquefois, si c'est pas bien encadré surtout. J'ai envie juste d'ajouter aujourd'hui quelque chose de plus et de dire, mais il y a des parents fragilisés aussi, il y a des parents dépassés, il y a des parents démissionnaires, probablement qu'on avait toujours parlé de l'enfant et puis de la formule des parents, on va dire dans le meilleur cadre possible. La parentalité, ça s'apprend, ce n'est pas des sciences exactes, là où on peut vraiment suivre les étapes, mais aussi ce n'est pas un apprentissage de notre enfance. Il y a quelque chose aussi, avec la naissance de nos enfants, on apprend tous à être parents et on apprend tous à prendre cette parole, à dire non, à placer des limites,
à cadrer l'enfant, à l'accompagner, à lui permettre de vraiment dire sa parole, son mot, mais vraiment sans s'effacer. Mais voilà qu'il y a des parents probablement, si je dis défaillants, eux-mêmes peut-être, avec leurs parents, ils n'ont pas appris ou ils n'ont pas découvert la bonne... Il n'y avait pas trop de communication peut-être à l'époque. On vient d'une génération différente, nos parents viennent aussi d'une génération différente. Ce qui se faisait avant ne se fait pas aujourd'hui. Tout à fait. L'individualité aussi, les parents ne vivent plus en communauté. C'est-à-dire qu'avant, il y avait les grands-parents, les tantes, ils vivaient tous ensemble. Donc les familles étaient nombreuses, certes, mais tout le monde participait à cette éducation, je suppose. Absolument. J'ajouterais aussi que la relation... pas la question si c'était un enfant fragile ou pas. Tout à fait. Ça a donné les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Mais nous, dans notre projection comme ça, on veut que nos enfants nous dépassent un tout petit peu, qu'il y ait cette présence, cette parole, qui savent vraiment jouer de la musique, du théâtre, qui savent vraiment faire les calculs braves dans les sciences. Et il y a quelque chose aussi dans nos désirs de parents, on veut que vraiment ils soient au devant de la scène pour qu'ils puissent vraiment réussir leur vie. Mais je dirais aussi, si j'ajouterais encore une phrase, la relation aussi, la femme et l'homme, elle n'est pas la même. Aujourd'hui, il y a plus de conflits probablement. Il y a des couples qui se déchirent. Et si on s'arrête aujourd'hui pour juste dire... aussi. Oui, si on s'arrête juste pour dire que... Comment on pourra travailler tous ensemble pour qu'on puisse vraiment récupérer ces adolescents en rupture de lien? Comment on pourra vraiment travailler tous ensemble pour qu'on puisse vraiment l'écouter? Parce que probablement que le mal n'est pas chez lui. Probablement que ce n'est pas que la difficulté de l'étape elle-même, son vécu lui-même. Si on avait parlé de timidité, difficultés scolaires, beaucoup de petits symptômes infantiles, on va dire l'adolescence en elle-même, c'est un grand paquet. Là où le jeune adolescent, il est perdu dans ses émotions, il a une fragilité particulière, il découvre aussi le corps, il découvre d'autres visions de sa pensée, il découvre aussi une fragilité de l'intérieur, là où il s'identifie aux autres, il essaye de se chercher dans cette image d'adulte pour pouvoir vraiment construire sa personne. Aujourd'hui, on va dire comment on pourra l'aider pour qu'on diminue, pour qu'on puisse le rassurer, avoir une patience en nous pour qu'on puisse vraiment l'accompagner pour qu'il puisse changer, améliorer son comportement, mais aussi lui permettre de dire les choses. Il me semble aujourd'hui... Vous avez toujours insisté sur cela, le dialogue. Absolument. Le dialogue avec la maman, le dialogue avec le père. Il faut toujours parler, expliquer, raconter ce qu'on fait à l'école, par exemple. Moi, j'ai envie de dire, il faut probablement chercher la formule de l'échange, de la parole. Habituer les enfants à raconter leur journée, par exemple. Moi, je dirais essayer de comprendre juste ce qu'ils vivent, parce qu'aujourd'hui, avec ce rythme rapide comme ça, on écoute à peine leur vécu. Et puis, probablement qu'on n'écoute pas le tout. Dans leur souffrance, comment ils peuvent vivre la douleur, comment ils peuvent vivre le chagrin, l'échec, comment ils peuvent vivre la solitude, comment ils peuvent vivre beaucoup de choses. Les écouter dans tous ces volets va nous permettre, nous, professionnels, parents, les gens proches, de ne serait-ce détecter un tout petit peu la défaillance quand il a besoin d'aide, quand est-ce qu'on pourra vraiment avancer pour l'aider à surmonter les obstacles. Comment on pourra vraiment juste avancer un tout petit peu pour lui permettre de dire son mot et puis voilà, d'exister dans sa coiffure, dans sa tenue, dans son style, dans sa musique. Ils s'expriment bien à travers, bien sûr, leur physique. Oui, apprendre à écouter ce langage, justement, leur permettre aussi de dire et d'exister avec ceux qu'ils ont, mais aussi leur placer aussi des limites et leur permettre aussi, les protéger d'eux-mêmes. C'est être là pour leur offrir des solutions, pour leur offrir comme ça des formules, pour les aider à mieux se protéger. Aujourd'hui, si on parle de jeunes adolescents, ce n'est pas de les accompagner tous les jours dans le quotidien de la vie, mais c'est comment lui permettre de comprendre qu'il y a des facteurs dangereux, qu'il y a quelque chose qui peut nuire à sa santé, il y a quelque chose qui peut vraiment détruire son avenir. Je place comme ça les mots. Voilà, mais je dirais, mais voilà, notre projet de futur, c'est le projet de chaque famille, c'est le rêve de chaque famille, parce qu'on n'a pas fait attention, parce que dans l'école, il n'y a pas eu suffisamment de liens, parce que il a rencontré des amis qui l'ont contaminé, parce qu'il y a de l'harcèlement, parce qu'il y a
dans la société un peu plus de violence parce qu'il est victime de beaucoup d'actes. On peut perdre un enfant qui a beaucoup de compétences. Voilà, donc il faut vraiment réfléchir tous ensemble comment vraiment construire ça. Et surtout être sensible à tout ce qui entoure, bien sûr, l'enfant. Il faut avoir du temps aussi pour pouvoir écouter, prendre le temps surtout de pouvoir écouter ses enfants, et à l'école et au sein de la famille, bien sûr. Tout à fait. Merci pour tous ces conseils, Aïda. Peut-être qu'on parlera de la tenue la prochaine fois, des adolescents, qui va un petit peu donner cette identité, chacun son caractère. Comment est-ce qu'ils décident de choisir un trait de caractère? Comment les accepter dans leurs différences? Voilà, c'est ça. Pourquoi pas? Eh bien, merci beaucoup, Aïda. On vous laisse repartir. Je sais que vous avez des obligations. On vous attend. Donc, bonne journée à vous. Merci. Et puis, à très bientôt, jeudi prochain, Inch'Allah. Jeudi, Inch'Allah. Voilà. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Laïla Benaïcha, qui nous fait découvrir une belle exposition d'artisanat au niveau donc du centre Mustafa Keteb. Cette exposition artisanale variée et haute en couleurs n'est qu'une petite facette de notre riche patrimoine. Chaque objet exposé raconte un savoir-faire ancestral, parfois revisité d'une touche de modernité. Je fais des sacs avec des motifs berbères, des coussins aussi. Je travaille sur les motifs berbères pour rappeler notre identité. Contemplant chaque produit exposé, on se rend compte de cette richesse qui fait notre bonheur au quotidien. Le tissage, la broderie, la céramique, la bijouterie, la maroquinerie et bien d'autres domaines, tous exploités avec une remarquable créativité. Je fais de la décoration, je fais art et décoration et peinture sur tout support. Je fais sur la céramique, sur le verre, le bois, la poterie. Et je confectionne aussi des fantaisies à base de pierres semi-précieuses et précieuses aussi. On a beaucoup de visiteurs, parmi des étrangers aussi, des touristes étrangers. Ils sont très attirés par nos produits, et surtout nos produits artisanaux, qu'on fait nous-mêmes bien sûr. L'intérêt que porte le citoyen envers l'artisanat a encouragé le collectionneur Monsafeddin à exposer une partie de sa collection d'objets ayant fait partie de notre passé. C'est faire connaître aux gens les anciens اللي كانوا يستعملوهم من قبل كانوا يستعملوهم جدودنا كانوا يستعملوهم avant et après الاستعمار يعني ou c'est des gens يعني pour les collectionneurs par exemple il y a les collections des appareils photo pour les timbres pour l'ancienne monnaie chacun son domaine sa spécialité. Ce genre d'exposition représente pour ces artisans une bonne opportunité d'échange afin de mieux se structurer pour pouvoir promouvoir leur travail. Voilà, de retour sur le plateau. J'espère que vous avez apprécié en tout cas ces belles choses à voir et vous aurez l'occasion d'aller les voir encore une fois puisqu'ils sont toujours en place au niveau donc du centre culturel Mustafa Keteb. Et Laïla nous a fait le topo. Nous allons rester dans ce monde artistique. Et quel monde artistique! Avec Omar Khettab, c'est toujours l'actualité culturelle riche à travers donc ces différentes facettes. Il est avec nous. Bonjour Omar Khettab, comment ça va? Bonjour téléspectateurs, bonjour Canal Algérie, Amal, bonjour. Il ne manque plus que Nassiba. Ah oui, d'habitude voilà. On parle avec elle, c'est vrai. Dans la rubrique mosaïque, oui. Bien sûr, elle nous regarde. Bonjour, oui. Voilà, alors on a l'habitude de vous recevoir dans la rubrique mosaïque. Vous êtes toujours là quand il y a donc des expositions, des vernissages. Vous êtes très actif avec les artistes de tout le territoire national. Oui, effectivement. Voilà, et cette fois-ci, vous avez pris un autre chemin. Voilà. Vous êtes intéressé aux plus jeunes, aux adolescents, aux enfants. Aux enfants beaucoup plus.
c'est dans le cadre des activités de l'Office Riyad al-Fath. Oui. C'est-à-dire pour activer, dynamiser sur le temps des vacances scolaires. On a profité justement de ces vacances pour leur faire de l'animation, c'est-à-dire des ateliers. Beaucoup plus, on a opté pour tout ce qui est éducatif, tout ce qui est purement artistique, apprentissage pour les enfants. C'est une première expérience pour vous de travailler avec les enfants? Pour moi? Oui. Oui, j'ai déjà travaillé avec des enfants dans des écoles privées, je les ai fait des animations et tout ça. Donc. Ils sont très attentifs, très réceptifs aussi. Oui, réceptifs, oui. C'est-à-dire surtout c'est vraiment dans un cadre très agréable de travailler avec les enfants. Il y a beaucoup d'innocence, il y a beaucoup ils s'intéressent beaucoup. C'est-à-dire vraiment ils ont la chance en tout cas d'avoir un maître avec eux. Vous êtes un grand artiste algérien, vous avez fait des expositions partout, vous avez fait les beaux-arts. Donc vous avez aussi, ce que j'ai dit en vous recevant, c'est que vous êtes pluridisciplinaire, vous touchez un petit peu à tous les arts. Et bien sûr, l'art pictural, vous aimez un peu toucher à toutes les techniques. Exactement. Moi, je me suis spécialisé en calligraphie, beaucoup plus sur le mouvement de la calligraphie arabe, c'est-à-dire de la lettre arabe. C'est dans le contexte abstrait, contemporain. C'est beaucoup plus, c'est-à-dire beaucoup plus abstrait que c'est-à-dire d'écrire carrément des dictants ou du Coran. Ça, c'est vraiment un mouvement contemporain. Contemporain, voilà. Et ça permet aussi aux enfants de pouvoir se familiariser avec les lettres différemment. Exactement, différemment qu'à l'école. Ça consiste justement, cet atelier consiste, on dit toujours un atelier de calligraphie, mais réellement c'est comment travailler un fond d'un tableau pour mettre en valeur la lettre. D'accord. On peut voir le tableau qu'on est en train de voir, qu'on a vu d'ailleurs et qu'on va revoir. On peut le décrire? Vous pouvez le décortiquer un petit peu, celui-ci? Oui, bien sûr. Ça, c'est une nouvelle vision de ce que je fais à chaque fois. Donc, il y a des recherches constamment. Donc, là, c'est 3 étapes d'un coucher de soleil. Il y a, voilà. Il y a 3 étapes d'un coucher de soleil, et puis il y a la calligraphie tout autour du soleil. C'est comme si il y a les lettres qui se familiarisent avec la nature. Et puis il y a le dessous, le bas du tableau, c'est des couleurs ocre qui inspirent un petit peu la terre, qui inspirent le Maghreb, parce que c'est presque la couleur du Maghreb. Très joli. Et puis il y a le vert qui représente un petit peu la verdure, et puis voilà, c'est des états d'âme. Voilà, c'est des états d'âme. Beaucoup plus tout petit aussi, une autre sorte de calligraphie en minuscule, regardez, à travers les détails, vous allez sur les détails des détails. Voilà. Et donc les techniques que vous avez utilisées ici, c'est beaucoup plus, c'est de l'aquarelle, des encres, et justement ça consiste c'est-à-dire à montrer l'effet du relief sans qu'il y ait du relief. C'est-à-dire l'effet de relief, c'est à l'aide de l'ombre. C'est ce que je suis en train de montrer aux enfants, comment faire ressortir un élément d'un tableau à partir de l'ombre, en imaginant une source de lumière, une superposition de couleurs et de formes. J'ai mis à leur disposition les 3 couleurs primaires pour qu'ils savent aussi comment mélanger les couleurs.
j'ai pas voulu leur donner toutes les couleurs. C'est pour qu'ils puissent quand même de savoir qu'il y a des couleurs primaires, secondaires et tertiaires, etc. C'est magnifique. Donc les enfants qui sont venus au tout début sont restés avec vous jusqu'à la fin, ou il y a eu des changements? Il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu un grand écho. Donc les enfants, à chaque atelier, il y a plus d'enfants que la fois passée. D'accord. Vraiment, c'était... Ils ont eu des cours de dessin, et ça va être peut-être des futurs artistes. Ils demandent toujours leurs parents, et vraiment ils demandent que est-ce que vous continuez après les vacances, est-ce que on est vraiment intéressé, c'est vraiment bien, vous avez de la patience avec les enfants et tout ça. Voilà, parce que il faut les contenir, les enfants, c'est vrai. Oui. Que surtout il y a même des petits qui ont à peu près 3 ans, 4 ans. C'est jeune. Vous savez, ils étaient en train de pleurer pour qu'ils... C'est-à-dire, le tableau taham, vraiment, c'est... Voilà, j'imagine. Alors, il y en a un autre qui est aussi magnifique, et l'encadrement et les couleurs que vous avez choisies sont sublimes. Voilà, très joli tableau. Encore une fois, vous allez nous le décrire. Ça, c'est l'évasion des lettres. L'évasion des lettres. On voit, c'est des lettres qui se... On dirait que c'est des lettres qui se dégagent du tableau vers le haut. On voit même une silhouette qui est là, sur un fond de parchemin. On dirait que c'est vieilli, c'est ça. Voilà, donc c'est beaucoup plus des états d'âme que vraiment un sujet bien précis. Alors, vous avez pris ça comme exemple pour les enfants? Oui, bien sûr. Ils ne sont pas arrivés à ce niveau. Oui, mais vous savez, c'est un truc qui les pousse à travailler, justement, à persévérer. Parce que c'est... à chaque fois quand je leur montre les tableaux, ils disent « Waouh, on va faire ça !» Voilà, c'est sûr, ça donne envie en tout cas de mélanger les couleurs, de s'amuser avec les lettres aussi. Donc, et même à l'aide, ce qui est un petit peu... qui les intrigue un petit peu, c'est en utilisant le café. J'ai utilisé le café, et ça, il y a une petite fille, elle a 3 ans, 4 ans comme ça. Elle est tellement qu'elle est logique dans sa tête, elle dit non, le café ça se boit et ça se met pas sur la feuille. Alors elle a fait. Alors que ça a un effet particulier. Vraiment, mais elle a un caractère spécial. Elle dit non, je ne dessine pas avec le café, je dessine. Donnez-moi la peinture. Oui, donnez-moi la peinture. C'est pas logique. Le café, ça se boit. Elle a raison, finalement. C'est son caractère. Oui. Eh ben oui, pourquoi pas. En tout cas, ça a été l'occasion pour vous de montrer une autre facette de Omar Khéter avec les enfants, et surtout travailler peut-être prochainement encore avec d'autres groupes. Oui, il y aura vous allez continuer sur cette lancée? Oui. Je vais continuer parce qu'il y a plein d'enfants qui veulent vraiment, leurs parents veulent vraiment continuer pour arriver pour découvrir. Bien sûr, les premiers cours, vous expliquez ce que c'est que la calligraphie. Vous ne leur donnez pas une feuille blanche directement. Non, je leur donne la feuille blanche. C'est-à-dire, je les mets dans en situation. Voilà. Et puis j'explique au fur et à mesure. Voilà, je leur fais des exemples d'écriture. C'est-à-dire, je leur montre que la plume spéciale pour l'écriture. Il y a beaucoup d'initiations, beaucoup plus théoriques et en même temps pratiques. Voilà. Et donc, ils ont été réceptifs tout de suite. Vraiment. Vous avez trouvé des talents, des enfants qui étaient très doués? Oui. Même savoir leur expliquer ou leur montrer comment faire un dégradé de couleurs. Et puis il y a vraiment qui savent pas c'est-à-dire qu'ils connaissent pas, qu'ils savent pas que c'est un petit peu facile. Si on ils savent pas qu'ils ont du talent, justement. D'accord. Et ça se travaille. Leurs parents les découvrent, justement.
Oh, Oui. Ils doivent être tout fiers, les parents. bah, Vous allez faire une exposition après Oui. pour ça avec les enfants? Oui. Ça va leur faire plaisir. Oui, justement, je vais faire une exposition des œuvres Des enfants. Des enfants aussi. Et voilà. Ça, alors, l'atelier va se terminer à la fin des vacances. À la fin des vacances. Donc, en principe, le 30. Voilà, le 30, c'est déjà fini. Dommage pour ceux qui se sont habitués à venir visiter votre atelier et profiter un petit peu. On va instaurer c'est-à-dire un programme qu'on puisse faire 2 fois par semaine pour les enfants, le même atelier. On va essayer vraiment de travailler les étapes de chaque tableau jusqu'à arriver à vraiment une œuvre d'art. D'accord. Alors l'atelier se trouve à Riyad El Fath. À Riyad El Fath, le Cercle France Fanon. Voilà, Cercle France Fanon, qui est donc connu pour ses ateliers et ses rencontres aussi habituelles. Il va y avoir une très grande exposition qui va accueillir 60 artistes peintres algériens de tout le territoire national. Et il est intitulé Trait d'Union 1. Ça va être Trait d'Union 1. Et c'est là où on va déclarer l'ouverture d'une nouvelle galerie à Riyad. Très bien. Oui. Et pourquoi pas, vous serez à la tête peut-être? Ben oui, bien sûr. C'est moi qui va organiser cette exposition. Super. En tout cas, j'espère qu'on y reviendra et surtout vous serez l'invité de Nassipa pour parler en détail de tout cela. Inch'Allah. Là, c'était pour parler donc des ateliers et des enfants et j'espère que ça sera une habitude qui va se perpétuer. Ben, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ces belles choses et surtout de cette belle communion avec les enfants. Ben oui. Monsieur Khitar, à bientôt. À bientôt. Voilà, bonne journée à vous et merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Voilà, on continue notre émission. Cette fois-ci, nous allons parler 7e art avec surtout ce bel événement et cette clôture du festival du film méditerranéen de Annaba. Ça s'est passé mardi soir, la clôture, et Naïma Haouch nous donne en tout cas le topo. La jeune et talentueuse cinéaste Yasmine Chouir décroche son contest le Jujubier d'or pour son premier long métrage jusqu'à la fin des temps. Sans tomber dans le sentimental, Yasmine a su comment transmettre des émotions certes touchantes mais avec humour. A su comment donner vie à ces personnages et mettre en avant leurs contradictions, faiblesses et failles, comme l'avait souligné le président du jury. C'est l'histoire d'un amour interdit. Ça racontait à travers l'histoire d'une histoire d'amour d'un couple de personnes qui apparemment ne sont pas autorisées dans nos sociétés à s'aimer, donc qui ont un certain âge et qui se découvrent des passions communes, des rires communs et voilà, à travers une histoire un petit peu d'organisation de funérailles, finalement ces deux personnes vont s'aimer et vont apprendre à se connaître les uns les autres, même à un âge où on penserait le contraire. Le rôle de la meilleure interprétation féminine revient à Jamila Arras, qui avait interprété le rôle de Djouhar dans le film jusqu'à la fin des temps. Un clin d'œil à l'espoir, à la vie. Plutôt la vie avec quelqu'un qui travaille dans le cimetière autour des tombes, etc. Et franchement, la réalisatrice m'a donné cette occasion et qui je remercie beaucoup parce que c'est un rôle qui est très rarement on tombe sur des rôles comme ça. Ça a été vraiment super. Le cinéma, je ne l'ai pas fait depuis 1970 et quand j'ai lu le scénario, ça m'a plu et ça m'a plu parce que c'est notre vie. Pour ce qui est du reste du palmarès de cette 3e édition du Festival méditerranéen, le prix de la meilleure interprétation masculine a été attribué à l'acteur égyptien Ahmed El Fishawi pour son rôle dans la comédie dramatique Sheikh Jackson de Amr Salama. Le prix du Annab d'or a été décerné à Été 93 de l'espagnol Carla Sim, tandis que l'italien Jonas Carpignano a été couronné du prix du meilleur réalisateur pour son film Cambria. Dans la catégorie film documentaire, le prix du Annab d'or est revenu au film Carré 35 du réalisateur français Eric Caravaca. Le prix du public a été décerné à Ghost Hunting du palestinien Reed Andoni. Et justement, le premier responsable du secteur a salué le rôle du public.
Les films projetés ont eu un bon écho auprès du public qui a apprécié. Le public est garant du succès des 3 éditions du festival, ce qui rend ce festival d'Annaba un festival méditerranéen par excellence. Le festival d'Annaba du film méditerranéen est devenu une plaque tournante pour le 7e art et crée une dynamique cinématographique. Voilà, et beaucoup de belles choses en tout cas pour Yasmine. J'espère d'autres succès à notre réalisatrice Yasmine Chouir qui elle aussi s'est envolée à Dubaï pour d'autres festivals en tout cas et représenter son film un petit peu partout. C'est en tout cas son cheval de bataille à présent. Eh bien, nous avons le plaisir de recevoir un comédien du film et pas des moindres. Il s'agit de Djilali Boudjema. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Bonjour à toi et bonjour à Algérie. Voilà, bonjour à l'Algérie. On est très fiers pour vous, très fiers aussi de cette consécration. Donc le Annab d'Or qui a été remporté par Yasmine Chouir, par ce film, long métrage, premier long métrage de la réalisatrice. Et pour vous, c'est aussi une réussite. Surtout pour Yasmina. Déjà, Yasmina, elle est jeune. Elle est jeune et mûre. Et ça c'est très important pour l'art. Et pour le cinéma, c'est Yasmina qui a fait un travail, c'est-à-dire un travail consistant, parce que c'est pas facile de diriger des comédiens de théâtre. Et elle a su comment me diriger parce que vous représentez le théâtre de Mostaganem, le théâtre algérien, mais ce berceau, bien sûr, du théâtre, du 4e art, on connaît Mostaganem pour ça. Mostaganem est très riche à travers donc ces différentes compagnies aussi de théâtre. Compagnie, même la vie, même la nature à Mostaganem, le paysage. Donc, en principe, c'est un grand studio de cinéma en Algérie. Mostaganem, nous avons un potentiel. C'est un vivier de jeunes comédiens, de jeunes artistes. Exactement. Mais aussi, le théâtre, il est là, il est ancré. Il est ancré et si il faut vers le théâtre, aller vers le cinéma. Mais pour un temps. Vraiment un temps bien déterminé. Il faut travailler au théâtre pour aller vraiment au cinéma. C'est ça ce qu'on dit. Alors vous avez beaucoup travaillé au théâtre, vous étiez comédien, vous êtes dramaturge et on vous a fait appel, vous avez aussi joué des rôles dans le cinéma, plusieurs courts-métrages, vous me disiez. J'ai fait, dans les années 70, j'ai fait même beaucoup de courts-métrages et même un moyen-métrage qui a été écrit par Kaki à l'époque. Et après, j'ai fait un travail avec Mohamed Chouir, c'était en 73, l'embouchure, qu'on n'a pas vu parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On n'a pas vu il n'a pas été visible peut-être suffisamment. Et à partir de là, j'ai fait quelques trucs comme ça. J'ai joué à la télévision pour la première fois au Studio 27 avec Chouir pour me préparer. Parce que quand Yasmine m'a proposé le scénario, j'ai aimé l'histoire et j'aime faire du cinéma algérien, c'est-à-dire nos histoires, nos coutumes, et nos traditions, c'est-à-dire notre social, c'est-à-dire c'est ça, j'aime ce cinéma. C'est-à-dire, et c'est pour ça que j'ai accepté. Vous avez tout de suite mis dans la peau du personnage. La peau du personnage. Non, j'ai travaillé, pendant une année, j'ai travaillé le personnage. Ce n'est pas parce que si on a un personnage surtout un personnage qui est mythique, qui est un personnage qui est difficile, pour moi comme pour les autres partenaires, même pour Jamila, même ça a été vraiment difficile. Donc si on ne travaille pas ce personnage, moi je l'ai travaillé, je vous le dis, pendant une année. Une année, ce n'est pas... C'est pas comme ça que je suis venu au cinéma. C'est clair. Et aussi pour dire à nos cinéastes, à nos comédiens, à nos jeunes comédiens, il faut travailler vos personnages. Il ne faut pas aller au cinéma comme ça. Donc, c'est ça, parce qu'on vient au cinéma comme ça, c'est pas normal. On s'éteint, on fait un rôle et comme après on s'éteint. Vous avez des années donc, de pratique au théâtre. Pratique, bien sûr. Mais vous me disiez, le théâtre et le cinéma, c'est deux choses différentes. Vous aimez le théâtre, vous aimez monter sur les planches, vous aimez être face à un public, mais la caméra est tout à fait différente. Oui, mais c'est le théâtre qui a créé le cinéma. C'est le 4e art, mais seulement, c'est-à-dire, il faut, moi ce que je dis, c'est-à-dire, aller vers un plateau, c'est différent d'être sur scène. Il faut faire il faut faire la différence. Il ne faut pas dire, je suis un comédien
La scène, c'est autre chose. Et le plateau, c'est autre chose. Et le plateau, donc, c'est ça. Moi, le plateau, c'est des raccords, c'est faire attention à sa réplique. Travailler avec l'autre aussi, c'est très important. Travail beaucoup disciplinaire. Et ce que j'ai aimé, parce que depuis 1973, ce que j'ai aimé dans l'équipe de Yasmine, ça veut dire qu'il y avait un travail sérieux, il y avait un travail de... Bon, c'est vrai que, et surtout, on a tourné dans des conditions, vraiment, c'est pas facile de tourner dans un cimetière. Donc, il faut un respect, et surtout, je remercie beaucoup, c'est-à-dire les villageois qui entourent ce cimetière, ils nous ont vraiment, c'était là, ils étaient, c'est extraordinaire, je leur dis, enfin, me deviennent, ils farhou, le film. Bien sûr, et ça représente leur région, en tout cas, et grâce aussi à l'effort de tous les comédiens qui ont travaillé, que ce soit donc des figurants, ce soit aussi les premiers rôles, vous et Jamila Arras qui avez donc représenté aussi les figures de la comédie algérienne, elle qui crève l'écran aussi à travers son interprétation, vous aussi à travers aussi votre rôle de Ali. Vous avez eu le personnage de Ali qui est une personne discrète, qui parle pas beaucoup. Difficile, et surtout quand on n'a pas beaucoup de texte, c'est pas facile parce que c'est l'intérieur et le cinéma c'est l'intérieur pour ces expressions. Ça a été vraiment dur pour moi c'est-à-dire pour sortir ce jeu. De nature, vous êtes une personne très sympathique. Et surtout l'histoire, d'un seul coup, fossoyeur, je deviens amoureux, et ça, c'est pas. Mais je voudrais bien que ce film, c'est-à-dire que la télévision, c'est-à-dire créer quelque chose pour que le film soit à la télévision. Pour pouvoir, parce que je vous dis une chose, quand je vois par exemple ma femme, elle est amoureuse des Turcs, elle est amoureuse des Lahore, et moi je suis là devant elle, j'ai pas le droit de dire je t'aime, alors c'est extraordinaire, c'est une vie, c'est-à-dire là, il faut que ce film soit vu par les Algériens. Je voudrais bien que et c'est ça le plus important pour nous. Et pour notre société, nos scénarios et surtout notre vie réelle avec nos coutumes, nos traditions soient plus visibles par nous-mêmes Algériens. Oui, parce que au cimetière il y a une vie. À la mosquée il y a une vie. Il faut que cette vie, parce que quelle hayat ou le mout, il faut pas avoir. C'est un thème difficile qu'a abordé Yasmine et surtout assez atypique. C'est pour ça que peut-être l'histoire a beaucoup plu au jury. Parce que les jurys ont été donc vraiment éblouis par le scénario et surtout le travail de la réalisatrice. C'est vrai que Yasmine a l'histoire du film. Parfois on la sent parce qu'on a vu ce qui se passe même au cimetière pendant le tournage. Voilà. Et on va voir ensemble la bande-annonce, on va revoir ensemble, puisque Yasmine était venue avant bien sûr son départ et avant bien sûr la générale du film. Elle était venue pour présenter son film et en parler. On va voir ensemble la bande-annonce et on se retrouve juste après. يا مسكينة الله يرحمها. هذه شركة غادي تحل هنا إن شاء الله بربي. هنا في سيدي بوخ. إن شاء الله. ها هو هذا المحمل كيما راكم تشوفوا. ها وين يجي. ما يزغد لا على الشمال لا على اليمين. هذا كارانتي كاع. والميت نيشان الحفرة. رانيش حابة نموت وحدي والقطوط ياكلوا لي عينيا. عرس في سيدي بولقبور. جوز تفضل. عيب عليك تقارن ما بين النساء والحوريات. راهي مريضة بزاف الشيخ. في البقعة كاع ماليها عايشين بالموت. ما كاش واحد فيهم يبغي يقول صح. أنا باين أعيش معاك ولو تبقى ليلة من عمري. ايش بيه؟ خليك من ذهب. انتم الزوج ما تحشموش كرتو كامل الخلي دارتو فيكم العالية. روحي مسكينية. Le film. Voilà, de retour sur le plateau, on a vu la bande-annonce. Alors, on est toujours content de revoir des images. Et je vous posais la question, ça a été dur de vous revoir de bout en bout du film? Oui, mais c'est vrai qu'on a travaillé et quand on a vu le film, pour la première fois, ça a été dur. Ça a été dur. Parce que moi j'ai dit, je pourrais faire ça. C'est vrai, parce que ça. C'est pas facile, je vous le dis, c'est pas facile. Pour moi, comme pour Jamila. Jamila était là, elle était présente. Et elle a beaucoup d'expérience. Elle a beaucoup d'expérience. Et
Je la remercie aussi et je suis content pour elle. Oui. Pour elle a son eu le prix, bien sûr, de l'interprétation féminine. On était confiants, même on était confiants parce que quand on a vu le film, quand j'ai vu le film à Dubaï, j'ai vu la réaction des étrangers, du public, surtout les étrangers, même européens, même les Libanais, même des familles qui sont venues nous voir, ils étaient vraiment, on a le même, c'est les mêmes coutumes, c'est le même scénario, donc ils sont sentis à l'intérieur du film. C'est là où on s'est conforté un peu, on a dit voilà, on est arrivé à... Et vous avez été nominé aussi pour nominé à Dubaï, meilleur rôle masculin. Inch'Allah, vous l'aurez dans d'autres festivals parce que ce film, en tout cas, va être visible un petit peu partout. Yasmine compte aussi l'emmener un peu partout et j'espère qu'il y aura d'autres prix. Là, c'est le Annab d'or avec bien sûr ce beau titre, le premier long métrage pour Yasmine Chouir, bien sûr jusqu'à la fin des temps. C'est ça le titre en arabe, c'est Il a Akhir Zaman. Et bien sûr, j'espère que vous aurez d'autres récompenses. Inch'Allah. Et d'autres expériences dans le domaine. D'autres expériences, bien sûr. C'est pas... Il faut... C'est ça, parce que si on a... Moi, ça, on a ouvert, c'est-à-dire pour le cinéma, ça, le théâtre, il faut que le théâtre pénètre au cinéma. Ça, c'est très important. C'est vrai. Et ça, c'est très important. Et surtout, nous avons des jeunes. Même, j'ai vu des courts-métrages de jeunes. Donc, il faut... Les jeunes, actuellement, je vous le dis, ils sont mûrs. Oui. Les jeunes, surtout au cinéma. Surtout... Comme au théâtre, et c'est ça, mais on manque de salles de cinéma. C'est-à-dire pour que notre public, j'étais à Oran il y a 2 jours, c'était archi comble. C'est des familles qui sont venues au cinéma. C'est à Oran, c'était bien. Donc c'est ça. Si on a des salles, c'est indispensable pour nous. Bien sûr que les films soient plus vus par un grand nombre de publics et que les familles renouent avec le cinéma, parce que beaucoup ont déserté un petit peu les salles de cinéma, quelquefois par peut-être manque d'habitude aussi. Mais sinon, parlez-nous un petit peu de l'ambiance de la clôture, parlez-nous un petit peu de l'ambiance du festival du film méditerranéen. Je n'ai pas assisté à la clôture. D'accord, c'est dommage. C'est une affaire de temps. Parce que j'ai joué, j'avais un spectacle à Mostaganem. Oui, j'ai vu ça. Voilà. J'ai dit, mais comment est-ce qu'il a fait pour être là-bas et là en même temps En même temps, c'est une affaire de vol, parce que j'aurais dû terminer et aller vers Annaba, c'était impossible, donc je n'ai pas pu assister à la clôture. Et c'est ça, parce qu'on est là, parce que je fais du théâtre, donc la scène et le cinéma, c'est pas facile. L'amour des planches aussi, l'amour des planches. On vous appelle un peu partout et vous êtes là obligé de répondre à chaque fois à vos obligations aussi, de comédien, de dramaturge. La vie continue, même après, bien sûr, une récompense, il faut continuer aussi son chemin. En tout cas, on vous souhaite plein de belles choses, merci, dans votre domaine, surtout le théâtre d'abord, avant tout, parce que vous aimez ça par-dessus tout. Le théâtre, et surtout le théâtre, le Mouja, parce que c'est une école, de théâtre et qu'on doit, même si on travaille, je travaille pour cette école, pour cette école, pour pouvoir aller, parce qu'on a beaucoup de Mouja qui sont au cinéma, qui sont des metteurs en scène. Donc on rend hommage, bien sûr, au théâtre de Mestaranem, on l'a toujours cité, on a toujours reçu donc, des dramaturges, des comédiens de Mestaranem, on est allé à Mostaganem, on a travaillé avec eux, donc on leur rend hommage par la même occasion et on les salue. Merci beaucoup à vous, Monsieur Djilali, d'être venu sur notre plateau. À très bientôt et puis Inch'Allah, d'autres récompenses. Voilà, on continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage. On va s'intéresser au club équestre de Boussaada, une belle région encore une fois à découvrir. Je vous invite à suivre ce reportage signé Naïm Al-Wali. À Ara, à Boussaada, ça ne court pas les rues et le club Al-Mustaqbal a seulement une année d'âge. On y entraîne chevaux, cavaliers pour courses d'endurance et fantasia. L'entraîneur Salah connaît bien ces équidés qu'il fréquente depuis le début. Le nom du cheval Fali. La race Barb, puisque le mise du cheval Barb, la force. استعملوه للقوة وثاني عنده السرعة. سي سوفل دو غازيل لا راس بيرسون عرب. الميزة تاع الحصان العربي الأصيل ولا البيرسون عرب السرعة استخدام تاعو معناتها يكون في الكورس سباقات الخيل. لونو نيكي لا راس دومي بروتون الاستعمال تاعها معناتها شيفال دو تري.
24 000 dinars pour une licence d'équitation accessible en 4 mois, les cavaliers s'entraînent dans cet hippodrome 2 fois la semaine. Ils viennent de toute la région et sont tous confiés à l'autorité de Salah. Non, une faute. واش قلنا حنايا واش قلنا حنا في لي تيبي قلنا با ديغيغ لو شيفال سي بون ذيل شد كيما عطي البروسه ها نجبد عندي روح تشوف هنا روح باش تشوف نجبد عندي كوم سا ونخدم يدي هي اللي تروح ماشي وجهي كي كون نخدم واش قلنا لو ريسك واش قلنا هذه يسموها الزاويه العمياء هنا الشيفال ما يشوفكش راح يعتقدك بلي راك عدو. Folklore local très prisé, la fantasia peut être transmise ici en dehors du cercle familial. À chaque cheval sa spécialité et même ce cheval à trait attend son heure. في النادي تاعنا هنا في بوسعادة عندنا فرقة تاع فانتازيا نعلموا كاينين معناتها دي كافاليي يحبوا يتعلموا الفروسية التقليدية لأنها في الحقيقة هي الأصل ومنها استنتجنا هذه الرياضة معناتها ليكيتاسيون مودرن. Dans ce club équestre, on fait également de l'élevage et ce robuste étalon, 11 ans d'âge, lauréat du premier prix d'Alger, est là pour ça. Il est gardé bien loin de la jumenterie qui compte une vingtaine de bêtes. En tant qu'éleveur, à l'échelle de la région de Boussaada, j'ai un élevage de persans arabes et arabes. L'objectif c'est d'améliorer le cheptel des persans arabes et d'avoir une meilleure qualité dans la région. Mon problème, c'est l'orge. On a une quantité qui est insuffisante pour le cheval. Au lieu d'avoir au moins 4 ou 5 kilos par jour pour le cheval, il ne permet que ne vendre que 2 kilos par cheval. Si le club est une aubaine pour les amateurs de la chose équestre, il n'en demeure pas moins qu'il est difficile à entretenir. Du reste, il y a grand espoir à ce que des pépites soient découvertes ici, tant du potentiel il y a à Boussaada. De retour sur le plateau, nous allons recevoir nos invités qui vont nous parler et de la semaine donc culturelle, surtout autour de l'Iran en fait à Tizi Ouzou avec leurs différentes activités et programmes représentés ce matin par Fatiha Berkani. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue parmi nous. Merci de m'avoir invité. C'est très gentil à vous. Merci à vous. Vous êtes donc bibliothèque, vous représentez la bibliothèque principale de la lecture publique à Tizi Ouzou. Oui, au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. Oui. Je suis parmi celles qui a travaillé pendant ce festival local l'Iran Fête. Oui. On a été bien sûr un groupe. On va développer tout cela dans un moment. Voilà. On va présenter notre autre invité, Ryan Mechkan. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci, merci pour l'invitation. C'est le mec. Alors vous allez nous parler de cette journée particulière avec journée de la Chine à Alger. Voilà. Journée culturelle chinoise. Journée culturelle chinoise. Voilà. C'est encore une fois qui va nous donner un large spectre de la culture chinoise. Voilà, en fait, le but c'est vraiment de faire découvrir les autres cultures du monde aux Algériens, surtout aux étudiants, pour qu'ils aient une vue générale sur le monde et qu'ils puissent voyager en étant là. D'accord, très bien. C'est assez original. On connaît la journée mondiale, on connaît la semaine culturelle chinoise, mais là, la journée, c'est assez... La journée, ça sera tout en une seule journée. Même temps. Oui, mais il y aura d'autres événements, d'autres pays. On essaye à chaque fois de faire découvrir un pays aux jeunes. Oui. Et pour cette fois, ça sera la Chine et il y aura d'autres journées qui arriveront. Inch'Allah. D'accord. Alors, ça va se dérouler au niveau donc, de l'école des affaires. Voilà, l'école supérieure algérienne des affaires au Pain Maritime, demain, vendredi 30 mars. Ça sera à partir de 10h jusqu'à 18h avec une pause bien sûr entre midi et 14h. Oui. Au programme, le matin, il y aura une conférence qui sera animée par plusieurs chefs d'entreprise qui ont l'habitude de travailler avec nos amis les Chinois et puis par l'ambassadeur de Chine et puis une collation à midi, un déjeuner chinois et puis pour l'après-midi, ça sera animé par de jeunes étudiants chinois ici chez nous en Algérie qui vont
faire des prestations d'art et de musique et tout ce qui s'ensuit. Et puis pour la fin, ça sera animé par un petit concert. Ah, super. Alors nous, quand on dit la Chine, c'est vrai que c'est très coloré, c'est très riche en culture, c'est un pays très très riche et aussi industrialisé. Donc vous allez parler de l'expérience chinoise en matière bien sûr d'industrie, mais aussi donc la culture qui ne sera pas en reste. Oui, en fait, la première partie de la journée sera dédiée aux relations économiques entre les deux pays. Voilà. Et d'amitié, hein, bien sûr, avec l'Algérie. Bien sûr, et il faut savoir aussi que cette année, on fête les 60 ans de partenariat avec la Chine. D'accord. Les 60 ans de partenariat. C'est pas rien. Ouais, c'est pas rien. Et l'après-midi, ça sera dédié à la culture chinoise, vraiment. Rien qu'à ça. Avec beaucoup de couleurs aussi. Beaucoup de couleurs. Les mets, tout bien sûr qui touche à la culture asiatique chinoise, plus précisément bien sûr, avec peut-être des expositions, photos, non? Des ateliers, des photos et voilà, tout ça. La langue chinoise aussi qui est enseignée ici en Algérie. Il y aura en fait justement un atelier de langue où on pourra apprendre pas grand-chose, mais au moins 2-3 mots et ça sera amusant. Quand même, le jour même. Et ça donnera peut-être des idées aux étudiants, pourquoi pas, pour pratiquer cette langue et aller étudier cette langue, puisque les Chinois parlent très bien l'arabe. Voilà, et il faut savoir aussi que le mandarin est la deuxième langue la plus parlée au monde après l'anglais. Et donc surtout pour nous qui sommes dans le milieu des affaires, nous devons, pour faire des affaires justement, parler un maximum de langues et pouvoir dialoguer avec un maximum de personnes. Donc on nous apprend l'anglais au début, mais il ne faut pas négliger aussi le mandarin dans le chinois. D'accord. Nous avons quand même une forte communauté de nos jours, ici en Algérie, des Chinois qui sont établis, qui travaillent, qui ont des chantiers très très importants, notamment la Grande Mosquée d'Alger et puis d'autres projets qui sont toujours en cours. Donc la communauté est très forte, ils commencent aussi à parler et s'adapter à notre culture algérienne. Justement, le responsable de l'entreprise qui est dans la construction de la Grande Mosquée d'Alger sera présent et animera une partie de la conférence. Très bien, très bien. Ben, j'espère qu'on y sera pour suivre un petit peu tout cela et comprendre un petit peu cette interaction entre les deux peuples. Il faut savoir que pour s'inscrire, vous pourrez trouver le formulaire d'inscription sur la page de l'École supérieure algérienne des affaires ou sinon notre page CIDAYS, CDAYS. D'accord, très bien. Et on enverra des mails de confirmation vu que les places sont limitées. Voilà, et on rappelle, ça se passe au niveau donc, de l'École supérieure des affaires d'Alger, au Pas Maritime. Au Pas Maritime. Voilà, donc c'est possible de pouvoir accéder et c'est possible de pouvoir assister, bien sûr, comme vous l'avez si bien dit, en envoyant un mail. Voilà, en fait, on enverra un mail de confirmation en s'inscrivant sur le formulaire. D'accord. C'est parfait. Merci. Merci à vous. Vous allez rester avec nous, vous allez peut-être nous rajouter tout à l'heure quelque chose, mais on va s'intéresser cette fois-ci à la lecture, lire en fait du côté de Tizi Ouzou. Chaque année, bien sûr, on renoue avec cette belle initiative de lire en fait, qui permet encore une fois d'avoir un spectre assez large autour de la lecture, aussi de l'écriture et des différents ateliers que vous animez au sein donc, de la Maison de la Culture de Tizi Ouzou et la bibliothèque notamment. Bien sûr, c'est la 9e édition. Oui. C'est la 9e édition déjà. Ça y est, c'est bien parti. C'est bien parti, très bien. C'est rodé. Ouais, depuis 2010. Oui, alors on est là, depuis 2010. Mais je voulais parler qu'on travaille bien sûr, pas seulement avec la bibliothèque principale. Il y a même la Maison de la Culture Mouloud Maamri. Il y a l'annexe de la Maison de la Culture Mouloud Maamri. Il y a le théâtre régional Katib Yassine, bien sûr, par la projection de quelques films, par des pièces théâtrales, par des clowns pour animer, parce que c'est en CB, c'est les vacances. Et il y a eu même au niveau de la cinémathèque de Tizi Ouzou, la projection de quelques dessins animés pour les enfants, des films d'animation, des dessins animés pour enfants. Il y a même des ateliers au niveau de l'annexe de la Maison de la Culture qui se trouve au niveau d'Azazga. Il y a eu des ateliers, il y a eu pas mal de trucs. Il y a eu même un bibliobus. Un bibliobus pour les villages éloignés, qui a sillonné quelques villages de la Kabylie. Ce que j'aime bien, c'est justement quand vous organisez, lire en fait... en groupe, aussi, oui, en groupe, et surtout dans les villages, et que les personnes habitent carrément, restent chez l'habitant. Chez l'habitant, c'est le livre, c'est l'animation qui se déplace, c'est pas le citoyen, parce que par l'éloignement, il y a profite des coutumes, des traditions, même l'enfant.
Même l'enfant. Là, quand même, l'enfant va être en contact quand il est dans le village éloigné, il ne connaît pas la ville déjà. Alors c'est la ville qui part vers lui pour qu'il connaisse tous ces ateliers. On a reçu quand même pas mal de monde au niveau de ces sites-là, même au niveau de la bibliothèque, puisque je travaille là-bas. On a fait même des conférences autour de ça pour sensibiliser. Au premier lieu, je vais dire les parents. En deuxième lieu, c'était pour les enfants, parce que les parents, avec bien sûr tout le monde travaille aujourd'hui. On est absent, on n'est pas toujours là pour nos enfants. C'est vrai. Alors on a fait quand même quelques conférences pour sensibiliser déjà les parents. On a fait d'autres pour sensibiliser l'enfant, qui s'éloigne un petit peu de tout ce qui est technologie et retourne à la lecture. Retourne aux livres. Retourne aux livres, voilà. Aux pages, bien sûr. Vous les avez initiés aussi à différents ateliers. À différents ateliers, et bien sûr, à la clé, il y a des concours. Alors, il y a des concours, des grands concours. Des ateliers donc, de travaux manuels. Oui, il y a eu... Voilà, les concours sont arrivés après. Les concours sont arrivés après. Bien sûr, il y a le concours déjà jeu éducatif, il y a le concours de dessin, il y a le concours de langue, il y a le concours d'écriture, langue amazigh, français, arabe et bien sûr Tifina. Il y a eu même, on a fait sortir des grands concours comme bien sûr le grand concours comme la littérature. On a fait le résumé du livre Le Fils du pauvre, puisqu'on sait c'est le mois d'octobre, c'est la mort d'un grand écrivain, Mouloud Firaoun. D'ailleurs, il y a eu un très bel hommage qui a été rendu à Tizi Ouzou. On a eu donc des intervenants sur notre plateau, son fils notamment. Oui, Ali Firaoun. Ali Firaoun. Il est avec nous. Aujourd'hui, dans l'association. Dans l'association, aujourd'hui, il va animer. Malheureusement, je ne serai pas là-bas parmi eux. Mais, vous êtes avec nous? Je suis avec vous, je suis heureuse. Il va faire, bien sûr, Le Fils du pauvre. Le livre Le Fils du pauvre, un modèle d'enseignement pédagogique pour les enfants. On sait que ce livre-là, il est traduit dans plusieurs langues, il a été enseigné dans différentes écoles à l'étranger, bien sûr pour donner... En tout cas, ça nous a tous marqués étant jeunes. Moi, j'ai aussi eu ce programme à l'école et c'est une histoire qui m'avait marquée jusqu'à présent. Je me rappelle très bien de ces textes-là. Parti de rien, il a réussi. Voilà, pourquoi dire qu'on n'est pas seulement celui qui est riche, qui devient un cadre, mais parti de rien, il a réussi à écrire pas mal. On a fait même premier jour, pas le premier jour parce qu'on a fait bien sûr le premier jour, on a fait l'ouverture. L'ouverture, il y avait même une parade, mais avec les tempéries, malheureusement, c'était difficile. C'était un peu difficile. Il a fait froid avec le vent à 100 km/h. Et la neige en hauteur. Voilà, mais quand même, on a reçu pas mal de public, ceux qui aiment la lecture. De plus que la bibliothèque, elle a plus de 5 000 adhérents. Ça fait 2 ans qu'elle est ouverte, plus de 6 000 adhérents. Alors même ces adhérents-là, il y a eu des parents qui ont ramené leurs enfants, il y a des adhérents qui ont ramené leurs petits frères, des neveux, des nièces, et ainsi de suite. Le premier jour, on a parlé sur... il y avait, le deuxième jour, on a la place de l'oralité dans le conte. Ah, c'est très beau ça. Voilà, parce que des fois, on oublie l'orateur. Toujours, on s'intéresse au conte, mais on se souvient quand on était petit, devant soit une cheminée que la grand-mère raconte, elle donne une autre âme, un autre sens. À cette histoire. Voilà, un autre âme. Et bien sûr, là, là, quand on dit la place de l'oralité dans le conte kabyle, il était animé par un grand quand même écrivain, voilà. En même temps, le deuxième jour, j'étais enfant et j'ai écrit un ouvrage. Il était, moi, bien sûr, animé par, je ne vais pas dire jeune, parce qu'il a 22 ans. Il était écrivain, il a 5 ouvrages, c'est Anis Montayeb. Oui. Mais on a eu avec nous 2 petites, moi déjà j'étais étonnée, 2 petites filles, 12 ans, une de 14 ans. J'ai ramené avec moi, si je me permets, c'est pas pour faire la promotion, loin de là. C'est, voilà. On va les présenter, on va peut-être les recevoir. Oui, peut-être. Vous nous disiez, à la clôture, on va avoir des enfants, à la clôture, les lauréats des concours. Il y a 2 livres là, Voilà. Le premier, c'est Selma Ouanes, elle a 14 ans. Et le deuxième, le deuxième livre, c'est les jeunes écrivains, parce qu'on a reçu pas mal d'écrivains, des grands écrivains avec nous. Voilà, oui, c'est ça. Voilà, il n'y a pas que ces 2 petites-là. Et celui-ci, Voilà, c'est Manela Mirouche. Manela Mirouche. Oui, elle a 12 ans, celle-là. Elle a 12 ans. Elle a fait même les dessins, c'est elle qui a fait le... elle est donc, elle aussi... Artiste peintre, peut-être. Voilà. C'est joli. C'est très joli. Voilà.
Voilà. Alors, il va y avoir donc aussi les ateliers bande dessinée. Oui, bande dessinée. Et, même pour le grand concours, on a annoncé travaux manuels et bande dessinée. Parce qu'on va laisser un peu la chance aussi à petits de développer leur imagination. Pour ça, il y a la responsable des ateliers, c'est mademoiselle Ouldali Sabiha, qui a pris en charge cette initiative. C'est elle la responsable des ateliers pédagogiques. Bravo, en tout cas. Voilà, il n'y a pas que ça. C'est tellement, tellement riche que... Mais comme on s'était dit qu'on allait recevoir après, bien sûr, l'annonce bien sûr des lauréats, on aura ces enfants peut-être qui viendront sur notre plateau pour pouvoir nous parler de cette expérience des vacances. Des vacances et tout ça. Voilà, et tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, et merci je rappelle, Madame Fatiha Berkani, vous représentez la bibliothèque principale de la lecture publique. Vous êtes venue nous parler de ce beau festival Lire en Fête. J'ai oublié aussi de ne pas parler. On a eu même des sponsors, parce que c'est grâce à eux que ce festival a été réussi. J'espère qu'il va être réussi parce qu'on ne sait pas, la clôture sera ce samedi. Il y a eu, je ne sais pas ce que je peux dire, non, c'est une publicité pour eux, je sais, mais on a eu des sponsors, je les remercie vivement, que chaque fois ils nous accompagnent et ils sont, quand on fait appel à eux, ils sont toujours présents. Voilà, et merci je beaucoup. Le remercie. Merci à vous, merci. Et très bonne gentil chance et un salut particulier à tous les habitants de Tizi Ouzou qui ont toujours des activités très intéressantes et qui sont souvent nos invités. Merci à vous, Monsieur Mechkan. On rappelle votre événement, donc la journée de la Chine ici à Alger, c'est le 30. Le 30 c'est au niveau de l'école supérieure des affaires. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et bonne journée. Et puis à bientôt, Inch'Allah. Voilà. Quant à moi, ça y est, c'est déjà la fin de l'émission. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe, bien sûr, d'être là toujours soucieuse, donc de nous accompagner et de vous faire partager de différentes thématiques autour de nos invités. Et je vous dis à la semaine prochaine. Demain, vous retrouverez ici à cette même place Mahrez Rabia à partir de 9h du matin. Au revoir et merci.